Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce hors-série de décryptage consacré à la qualité de l'air que nous respirons. Spontanément, on pense surtout à l'air extérieur, mais à l'intérieur des bâtiments, l'air est parfois plus dégradé. C'est un vrai sujet de santé publique. On passe 80% de notre temps dans des espaces clos et près de la moitié dans nos logements. On va en parler avec nos 4 experts, 4 invités en plateau. Sophie Moreau, bonjour, vous êtes directrice de domaine d'action stratégique recherche au CSTB. C'est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Michel Simès, bonjour, vous êtes médecin ORL de spécialité, ça a son importance. Alban Gomet, bonjour, vous êtes président de Condor, vous commercialisez des systèmes pour réguler l'hygrométrie. Là encore, on verra que ça a son importance. Et bonjour à vous, docteur Fabien Schinazi, vous êtes médecin biologiste et vous êtes membre du Haut Conseil de santé publique. On va commencer avec vous, docteur. Pendant longtemps, on s'est davantage intéressé à la qualité de l'air extérieur. On pensait finalement que l'air intérieur était de meilleure qualité. Ça, on en est revenu, on est d'accord? Oui, tout à fait. Effectivement, en fait, les espaces clos concentrent tous les polluants, ceux qui viennent de l'extérieur déjà et qui pénètrent à l'intérieur, et puis ceux de l'enveloppe du bâtiment qui sont émis par le bâtiment, et puis nos propres activités également qui créent des pollutions. Donc, au fait, à l'intérieur, on concentre tout, on a la double peine, celle de l'extérieur et celle de l'intérieur. Quels sont les polluants, quels sont les germes qu'on retrouve le plus en fait dans l'air intérieur? Oui, en fait, en matière de polluants, il y a déjà ceux qui viennent de l'extérieur, des polluants par les particules, des polluants chimiques, des polluants gazeux, et puis à l'intérieur également des composés chimiques volatiles, et puis d'autres types de particules, et aussi des allergènes, il ne faut pas les oublier, et puis des micro-organismes qu'on appelle les bactéries et les virus, et la crise Covid nous a rappelé qu'à l'intérieur aussi, ces virus pouvaient subsister longtemps dans l'air intérieur. Là, on parle de ce qu'il y a dans l'air intérieur, on ne parle pas de ce qu'il n'y a pas. On parle pas de ce qui manque, effectivement. Les polluants, effectivement, c'est ce qu'il y a en trop, mais ce qu'il manque, on ne le voit pas parce qu'on ne le perçoit pas. Et ce qu'il manque souvent à l'intérieur des bâtiments construits comme ceux-là ici, c'est le bon taux d'hygrométrie qui doit se situer entre 40 et 60%, mais on y reviendra. Oui, c'est pas qu'une question de confort, hein, on verra dans un instant. Michel Simès, quels sont les risques pour la santé? Vous êtes ORL, tous ces polluants, tous ces allergènes, tous ces virus? En fait, dans l'esprit du public, la pollution, quand on vous dit qu'il y a un pic de pollution à Paris, par exemple, on se dit, ouais, ça va nous irriter un petit peu les yeux, ça va nous irriter le nez, ça va nous faire un petit peu mal à la gorge. Il suffit d'être, je sais pas si vous êtes baladé à Athènes ou à Mexico, c'est l'enfer. Ouais. Vous sentez les effets de la pollution extérieure. C'est simplement des irritants qui viennent vous titiller la muqueuse et c'est très, très désagréable. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les polluants, notamment avec les particules fines, vont rentrer dans l'arbre respiratoire. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça représente, sachez que vous respirez entre 10 000 et 20 000 litres d'air par jour. Oui, parce que quand on fait le calcul, c'est énorme. Les alvéoles, qui sont l'extrémité des petites bronches dans les poumons, et là où se passent les échanges entre l'air extérieur et le sang, où on va prendre l'oxygène et on va recracher le dioxyde de carbone, le CO2. Si vous étalez pour un adulte les poumons et les alvéoles, vous trouvez un court de tennis, la surface d'un court de tennis. Donc quand vous respirez de l'air qui est vicié, vous imaginez tout ce que ça peut faire, parce que ces particules fines vont passer, parce que justement elles sont fines, elles vont passer dans le sang très rapidement. Le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il irrigue tous vos organes et va aller faire des dégâts dans les organes. Et il y a quelque chose de plus grave, parce qu'il y a les problèmes d'insuffisance respiratoire, on en parlera peut-être avec l'asthme, etc. Mais il y a surtout que ça peut rentrer dans les cellules, entraîner des mutations sur les gènes, et c'est ça qui déclenche la formation de cancer et de problèmes cardiovasculaires. Pour bien mesurer l'ampleur du risque, on a un chiffre de l'OMS, 7 millions de personnes décèdent chaque année en raison de la mauvaise qualité de l'air. C'est un chiffre mondial. On parle là de l'air intérieur, de l'air extérieur. Les deux, absolument. Et les décès sont liés. Et là aussi, je pense que dans l'esprit du public, tout ce qui est pollution, que ce soit de l'air intérieur ou extérieur, touche essentiellement nos poumons, avec les crises d'asthme, effectivement, la sensibilité de certains. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça entraîne des infarctus. Parce que toutes ces particules qui vont rentrer dans le sang, elles vont aller se déposer sur les artères du cœur, les artères carotides, etc. Elles vont entraîner des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus. Ça veut dire que cette pollution peut tuer et pas seulement vous rendre la vie désagréable.
Et ça ne concerne pas uniquement les personnes qui ont des prédispositions qui sont fragiles. Elles sont les premières concernées, mais pas uniquement. Hein. Oui. On peut très bien avoir des graves problèmes de santé. Il y a des prédispositions. En médecine, il y a toujours des prédispositions. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez un terrain allergique, que vous êtes prédisposé, que vous avez de l'asthme et qu'en plus vous avez de la pollution intérieure ou extérieure, évidemment que vous allez faire beaucoup plus de crises d'asthme et que vous allez faire de l'insuffisance respiratoire, voire des bronchites chroniques. Mais tout le monde peut être concerné. 10 000 à 20 000 litres d'air par jour. Donc vous imaginez que même vous, si vous êtes en pleine forme, quand vous respirez toutes ces particules, bah, ça fait des dégâts. 80% de notre temps à l'intérieur. Sophie Moreau, dans quelle mesure est-ce que le secteur du bâtiment a pris conscience de cet enjeu? Alors, le secteur du bâtiment a pris conscience de cet enjeu-là il y a sans doute assez longtemps. Dans l'architecture, traditionnellement, l'architecture vernaculaire, elle prenait en compte un certain nombre de sujets d'environnement. Donc c'est pas tout à fait nouveau. En revanche, la prise en compte véritablement de la pollution de l'air intérieur, ça c'est un petit peu plus récent. On a connu au 19e siècle l'urbanisme à la Haussmann. Les Parisiens savent bien ce que ça veut dire. C'était vraiment pour lutter contre les miasmes, pour ventiler, etc. Donc déjà, il y avait une prise de conscience. Au 20e siècle, on est entré dans quelque chose d'un peu plus mécaniste. Le Corbusier a conceptualisé l'air exact. Et puis, au fur et à mesure du temps, dans les années 70, on a commencé à se dire, tiens, la qualité de l'air intérieur, il y a un lien avec la ventilation, il y a un lien avec notre santé. Les Américains, dans les années 80, ont parlé du syndrome du bâtiment malsain. Donc nous, on a importé ça aussi. On a commencé à parler de ça. Puis dans les années 90, on s'est intéressé aux particules dans les bâtiments. Et puis au début des années 2000, on a vraiment pris les choses en main et il a été créé un observatoire de la qualité de l'air intérieur, dans lequel d'ailleurs Monsieur Schinazi contribue très largement. Ouais. Les matériaux utilisés dans le secteur du bâtiment, ça aussi, ça a son importance. Ah, on parlait tout à l'heure des composés volatiles. Oui, tout à fait, parce que contrôler l'air intérieur, ça passe évidemment par des solutions de remédiation, mais la première chose à faire, c'est de traiter la source. Et la source des polluants dans l'air intérieur, au-delà de ceux qui viennent de l'extérieur, comme ça a été dit en introduction, ce sont tous les matériaux de construction. Et donc, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années à peu près, on a réglementé ça et les produits de construction sont donc étiquetés. Tous ceux qui sont en contact avec l'air, ça veut dire les sols, les plafonds, mais aussi surtout les peintures, les revêtements, les vernis, etc. Fabien Schinazi, comment on améliore la qualité de l'air intérieur? Votre premier conseil, on entendra Michel Simès, il faut aérer évidemment, mais c'est d'abord de ne pas polluer. Oui, toutes ces bougies, toutes ces choses, d'accord, c'est peut-être très agréable à l'odorat, c'est pas forcément une très bonne chose pour la santé. La première règle, c'est déjà de ne pas de polluer pour ne pas dépolluer, en fait. Ouais. C'est-à-dire agir sur toutes ces sources. Alors on commence effectivement à mieux les connaître. Alors je ferai une différence quand même entre des sources qui sont réglementées, comme l'étiquetage environnemental des matériaux de construction ou les produits de décoration, où là il y a un étiquetage qui est fait sur les produits pour dire quelles sont les émissions des composés chimiques. C'est toujours respecté ça? Oui, c'est une réglementation. Donc normalement sur le produit, il y a l'étiquette A+, en général, qui dit que c'est faiblement émissif. Mais il y a des tas d'autres produits qui ne sont pas du tout réglementés. Si je prends par exemple tous les produits d'entretien, les produits ménagers, qui émettent aussi des polluants. Tout à l'heure, je parlais des activités des personnes. Tous ces produits qu'on utilise très largement, ou des produits parfumants, dont vous avez parlé également, les huiles essentielles, les battants d'encens ou les bougies parfumées par exemple, tout ceci amène une pollution et tout ceci n'est pas réglementé. Ouais. Donc on peut encore en acheter dans le commerce, les utiliser. Donc dans ce deuxième cas, c'est l'information du public, la sensibilisation pour leur dire attention, ces produits aussi peuvent dégrader la qualité de votre air intérieur. Donc premier conseil, ne pas polluer inutilement. Deuxième conseil, je crois que c'est aérer, on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. On parle pas beaucoup du tabagisme passif, mais le tabagisme est aussi une forme de polluant à l'intérieur. Oui, il faut aérer et les gens ont tendance à se dire, même quand ils sont dans des zones où il y a beaucoup de circulation, l'air extérieur est très pollué. Il vaut mieux que je ferme les fenêtres et non. Il vaut mieux ouvrir, même s'il y a une pollution extérieure, plutôt que de rester enfermé dans un environnement et où l'air extérieur va non seulement être pollué, mais avoir un taux d'hygrométrie qui va aussi fluctuer dans le mauvais sens. Donc ne pas polluer inutilement, aérer, et le troisième levier, c'est l'hygrométrie. Alban Gomet, vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, tout à fait. Alors, on parlait d'aérer, qui est une des solutions, effectivement, pour améliorer la qualité de l'air intérieur, mais qui va apporter d'autres désagréments. Comme le disait Michel, le taux d'hygrométrie va varier, la température va varier aussi, on va faire rentrer des polluants extérieurs, et surtout, on ne va pas prévenir tous les éléments intérieurs qui vont arriver dans la pièce ou dans le bâtiment au fur et à mesure. Et ces éléments-là vont contribuer à dégrader la qualité de l'air intérieur. Donc,
l'hygrométrie est effectivement un des moyens pour améliorer la qualité de l'air intérieur. On parlait de ces fameuses particules fines, ou en tout cas de tout ce qui va être en suspension, tous ces microbes qui vont être en suspension. Si on a un bon taux d'hygrométrie, et ce qui est correct en termes de taux d'hygrométrie, c'est entre 40 et 60%. On élimine les excès. Entre 40 et 60%, on a un taux d'hygrométrie qui va permettre justement d'éviter d'avoir ces particules en suspension qui vont rester longtemps dans l'air et qui vont donc affecter nos voies respiratoires qui vont même nous contaminer. Donc s'il n'est pas dans la plage optimale, cette particule en suspension va rester des heures et va justement permettre de contracter ces fameuses infections ou ainsi de suite. C'est important ce que vous dites, hein. C'est vraiment une plage optimale. C'est un compromis entre tout ce qu'on peut trouver dans ce bouillon de culture ambiant. Oui, tous les excès sont mauvais, les extrêmes sont mauvais. Et il y a une étude qui a été faite par Scofield Sterling en 85 qui a démontré que si on est au-delà, on a ces phénomènes de formation fongique qui vont être aussi néfastes pour nous. On le voit sur les murs. On le constate sur les murs, effectivement. Où on le voit pas. Le danger, il est là, pardon. Le danger, il est là parce que les moisissures, quand vous voyez des traces vertes sur le mur, vous avez compris qu'il fait trop humide. Mais le problème, c'est que c'est souvent ou derrière le papier peint, ou derrière le placo. Et là, les enfants vont respirer, notamment les enfants, mais vont respirer cette moisissure, les spores, les champignons, parce que les moisissures, c'est les champignons, et vont respirer tout ça et vont entraîner des crises d'asthme, sans que vous sachiez vraiment d'où ça vient. Parfois, il suffit d'un petit appareil que vous achetez dans les magasins de bricolage pour aller prendre l'humidité du mur. Ouais. Mais si vous avez un taux d'humidité qui dépasse les 70 ou 80%, comme ça peut arriver dans pas mal d'appartements insalubres ou mal isolés, eh ben, vous avez des risques de maladie. Je voulais dire que réguler l'hygrométrie, c'est très bien pour avoir cet équilibre, mais il faut pas ajouter l'humidité. Il y a des conseils à donner aux familles quand on fait par exemple de la lessive, quand on fait de la cuisine, on crée de la vapeur d'eau. Oui. Et donc on augmente l'humidité. Donc ça veut dire qu'aussi l'aération permet justement d'éliminer cette humidité, ou la ventilation dans les salles de bain permet d'éliminer cette humidité pour pas qu'elle se condense sur les murs et qu'elle provoque ces problèmes de moisissure. Alban Gomet. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer le milieu où on vit, ou le milieu qu'on analyse. Si on analyse effectivement ces appartements qui sont mal ventilés, mal isolés et ainsi de suite, on aura cet excès d'humidité qu'on pourra voir et contrôler. Si on prend des bâtiments publics, on va prendre des écoles, on va prendre des hôpitaux, on va prendre des bâtiments des tertiaires comme nous ici, systématiquement, en quelques saisons que ce soit, l'air sera trop sec. Parce que si on chauffe de l'air extérieur pour le mettre à l'intérieur, on l'assèche mécaniquement, c'est une propriété physique. Et en été, lorsqu'on va climatiser, on va aussi assécher l'air. Donc on aura ce phénomène on ne le voit pas, mais pour d'autres raisons, et on aura systématiquement un taux d'hygrométrie beaucoup trop faible. Sophie, est-ce que c'est quelque chose qu'on surveille dans les bâtiments ? Oui, bien sûr, on surveille dans les bâtiments. Aujourd'hui, la réglementation, elle est un petit peu discrète sur le sujet. La réglementation qui régit aujourd'hui la construction au sens environnemental du terme, elle ne donne que des objectifs de taux de renouvellement d'air à atteindre. Donc on va dire que c'est un peu succinct. Néanmoins, comme ça a été mentionné tout à l'heure, il existe des obligations, là pour le coup réglementaires, de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Donc cette obligation-là prévaut depuis 5 ans maintenant, et elle va aller crescendo jusqu'en 2030, où on cible des objectifs de qualité d'environnement intérieur qui soient beaucoup plus globaux et qui intègrent la température, l'humidité, les polluants. Ce sera contraignant ? Ce sera contraignant. Michel Simès, petite précision, mais l'air plus sec, ça n'est pas forcément meilleur pour la santé. L'humidité, on le voit généralement sur les vitres, il y a de la condensation. L'air sec, on le voit moins. C'est très désagréable. Quand vous avez un air très sec, vous sentez que vous avez de la muqueuse. La muqueuse, c'est la peau qui est à l'intérieur, si vous voulez, qui doit être sans arrêt humide. C'est le principe. Parce que c'est cette humidité qui va permettre à nos cellules de réagir quand vous avez un virus qui rentre dans votre nez. S'il n'y a pas cette humidité, les cils des cellules ne vont pas fonctionner. Ça veut dire qu'on se défend moins bien contre les virus lorsque l'air est trop sec. Mais nos anciens le savaient bien, puisque je sais pas, vous n'êtes pas de cette génération, mais les radiateurs qu'il y avait dans il y en avait dans ma génération. Eh ben, vous aviez des petits réservoirs à eau que vous mettiez entre les lames du radiateur pour humidifier l'air ambiant, parce que l'air était trop sec. Et c'est très désagréable. Ça entraîne des irritations et tout un tas de choses. C'est quoi la nouvelle version du truc qu'on mettait sur le radiateur avant Alors ça, c'est très bien. C'est effectivement des pratiques de bon père de famille, on va dire, ou des recettes de grand-mère. Sauf qu'il faudrait toujours être en train de le mettre et de l'enlever pour réguler. Oui, il faut que ce soit plein tout le temps. Et c'est très valable dans une petite pièce, une chambre à coucher par exemple, qui n'est pas ventilée parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges d'air. En revanche, sur des bâtiments comme celui-là, où on a des échanges d'air obligatoires d'ailleurs, on renouvelle l'air une fois en totalité par heure, on a besoin d'apporter beaucoup de quantité d'eau pour réguler. Donc il faut le mesurer, le réguler et apporter la bonne solution qui va bien.
Je vous confirme qu'à BFM, on n'a pas de radiateur. C'est pas très pratique. On peut pas accrocher ce truc plein d'eau. Hein. Mais vous avez un système de ventilation qui, lui, va traiter l'air, en théorie. Comment se fait-il que ce soit pas obligatoire dès aujourd'hui, ce contrôle de l'hygrométrie? En fait, ce sont plutôt des normes plutôt que des réglementations. Donc il y a des normes sur le confort dans les bâtiments, avec à la fois la température et l'hygrométrie. Ce sont souvent ces deux paramètres qui vont ensemble. Et il est vrai que la température va aussi jouer sur l'hygrométrie. Donc il y a un équilibre entre les deux pour maintenir cet aspect confort. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que du confort avec l'hygrométrie, mais il y a aussi des aspects de santé. Comme on vient de le voir, un air trop sec, ça a un impact sur la santé. Un air trop humide, ça a aussi un impact sur la santé. Vous êtes tous les deux médecins, on pourrait économiser des millions d'euros avec des moyens relativement simples. Déjà, les virus, on l'a évoqué tout à l'heure, mais les virus, ils adorent. Vous savez, on a très peu de virus l'été, ce qui fait très chaud et plutôt. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, mais. Ah c'est pour ça. C'est parce que les virus, ils ont besoin d'un taux d'hygrométrie particulier. Il y a une fourchette en fonction du type de virus. La grippe, elle vient pas à cette période de l'année juste parce qu'elle se dit tiens, c'est le moment, on va y aller. Il y a les vaccins dans les pharmacies, donc tous les facteurs qui sont environnementaux et qui vont faciliter le fait qu'il y ait une promiscuité, que les gens se côtoient beaucoup plus dans les transports en commun, etc. Ça aide. Mais c'est surtout que le virus, il trouve le taux d'humidité qui lui va bien, la température qui lui va bien. On a moins de virus quand vous allez en montagne parce qu'il fait froid et sec. On a pas beaucoup de virus non plus quand il y a un taux d'humidité qui est terrible. On est dans une fourchette où les virus vont s'éclater et vont pouvoir se transmettre plus facilement. C'est valable aussi pour la Covid-19? C'est valable pour même mécanisme. La Covid-19 et c'est parce que c'est un virus. Donc, Alban, c'est facile de réguler l'hygrométrie? Parce qu'effectivement, on parlait des appartements, des petites surfaces avec le truc sur le radiateur. Dans un bâtiment qui fait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres carrés. Alors, oui, c'est facile parce que ça ne nécessite pas de revoir l'intégralité de la conception du bâtiment ou de changer complètement le système de ventilation ou de traitement d'air. On peut avoir des systèmes qui vont s'intégrer à un système de ventilation existant, ou on peut avoir aussi des systèmes qui vont s'intégrer directement dans la pièce pour aller réguler finement le bon taux d'hygrométrie. Comment ça fonctionne? Tout simplement en rajoutant de l'eau dans l'air. Ouais. Pour être les simple. Échangeurs, tout simplement. Il existe plusieurs types de matériel pour le réguler. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à des matériels qui vont pouvoir proposer des solutions qui vont réguler et en même temps être économes en énergie. Parce que le problème de rajouter de l'eau dans l'air, c'est que souvent on la vaporise. Et en la vaporisant, c'est comme un peu une bouilloire, on va consommer beaucoup d'énergie pour la vaporiser et donc pour réguler ce qui manque naturellement à l'air. Aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent de s'affranchir de cette électricité et donc d'être extrêmement économe en énergie, ce qui va totalement dans le sens des différentes réglementations en cours. Sophie, on peut le faire dans les bâtiments, c'est juste une question de budget. C'est une question de budget, en effet. Mais on pointe souvent l'industrie du bâtiment en disant il faudrait. Oui, il faudrait. Au final, on a un coût de la construction. Au final, le dernier client du monde de la du on bâtiment. Va parler d'argent juste derrière, je vous le dis. Le dernier client du monde du bâtiment, c'est vous et c'est moi. Oui. Donc, que sommes-nous prêts à payer pour ça? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut consentir pour ça? Donc, c'est toujours un jeu de compromis entre des objectifs, des moyens techniques, des moyens économiques. Et puis, il y a un autre enjeu qui se pose fort pour nous aussi, c'est que pouvons-nous faire dans un monde soutenable? C'est-à-dire, quelle est l'empreinte environnementale de tous ces choix techniques que nous allons faire? Donc, il faut, et c'est là qu'est toute l'intelligence et la subtilité des industriels qui doit s'exprimer, c'est le bon ratio entre les moyens passifs, les moyens actifs, pour obtenir l'optimum. Et autre question, combien est-ce qu'on est prêt à payer pour rester en bonne santé, pour rester en vie, tout simplement, parce qu'on a vu que 7 millions de personnes décédaient tous les ans. Moi, je pense aussi qu'on peut se poser la question au niveau de la conception du bâtiment. Pourquoi rajouter finalement ces systèmes après? Autant l'envisager à l'avance et se dire, on va concevoir un bâtiment où je vais prendre en compte l'ensemble des paramètres, et notamment l'hygrométrie, et donc je mets les systèmes correspondants pour pouvoir justement vivre correctement et en bonne santé dans ce bâtiment. Alban, beaucoup de bâtiments neufs sont équipés aujourd'hui? Peu. Alors, énormément dans l'industrie, parce que quand on produit, quand on a un process industriel, quand on doit produire des composants électroniques, des produits chimiques ou ainsi de suite, il faut avoir le bon taux d'hygrométrie parce que sinon on produit pas ou on produit mal. Et donc on a un retour sur investissement immédiat quand on doit réguler l'hygrométrie. Pour l'humain, on l'a pas. Un exemple frappant, sur un hôpital par exemple, quand vous investissez dans un IRM,
Oui. Systématiquement, le fabricant vous oblige à mettre un système d'humidification pour la garantie de l'appareil. En revanche, pour les gens qui travaillent à l'hôpital, le personnel soignant ou les malades tout simplement qui sont à l'hôpital, il n'y a rien qui impose d'avoir un taux d'hygrométrie minimum pour préserver la santé des occupants. Ça, c'est une parenthèse. J'ai l'impression que dans le monde du travail, on s'intéresse plus au confort des équipements électroniques. Enfin, je dis ça parce que je travaille dans une chaîne de télévision, mais qu'au confort des Ça personnes. change parce que la qualité de vie au travail devient essentielle pour toutes les entreprises si elles veulent recruter. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous avez un poste à proposer dans une entreprise, vous avez pas, c'est les candidats qui vont choisir l'entreprise et pas Le rapport de l'entreprise force est qui va inversé. choisir les. C'est Donc, vrai. ils ont intérêt à être bien dans les qualités de vie au travail. Mais après, juste un mot sur en ce qui concerne le coût. Il faut se poser la question aujourd'hui, se demander si finalement, vu que ça coûte cher à la société, que ça coûte cher donc aux mutuelles et aux assurances, est-ce que les complémentaires santé devraient pas se pencher sur la question pour se demander si ça vaut pas le coup d'aider les gens à investir pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur, pour éviter de tomber malade Vos équipements Condère remboursés par les mutuelles. par la sécu. Je pense que c'est une bonne solution et il faut réfléchir. Sans aller jusque-là, on pourrait imaginer une forme de prise en charge publique, de subvention. Pour moi, il faut déjà deux choses. Il faut un contexte réglementaire fort qui impose un taux d'hygrométrie minimum dans les bâtiments pour justement préserver la santé des occupants. On l'a vu, Michel l'a dit. Et derrière, effectivement, un côté incitatif avec des prises en charge, des subventions qui pourraient aider les entreprises à investir pour rénover ou carrément sur du nouveau bâtiment à construire. Et pourquoi ne pas commencer pour les personnes qui souffrent de maladies respiratoires chroniques? On a dans notre pays des millions de personnes qui souffrent d'infections respiratoires chroniques, qui auraient peut-être besoin de réguler la qualité de l'air, et notamment l'hygrométrie de leur maison, et peut-être c'est une aide qu'on pourrait leur apporter en commençant déjà par ces personnes qui, elles, souffrent déjà de ce sujet de la qualité de l'air. Sophie, on va vous laisser le mot de la fin. Peut-être juste en attendant qu'un contexte réglementaire soit un peu plus coercitif ou encadrant, il faut quand même mentionner, et ça rebondit sur ce que vous venez de dire, que aujourd'hui le monde de la construction essaie d'améliorer les choses de manière incitative justement avec des labels de qualité, et que ces labels de qualité regardent les choses de manière beaucoup plus globale et embarquent des notions de qualité de vie et de santé, y compris de qualité de vie au travail par exemple, pour reboucler ce que vous disiez à l'instant. Donc on peut considérer que l'ensemble de la communauté médicale et technique bâtiment s'entend sur ce point. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir Merci. partagé votre expérience, votre savoir-faire. Sophie Moreau, directrice au Centre scientifique et technique du bâtiment. Merci à vous. Michel Simès, médecin ORL de spécialité. Alban Gomet, président de Condère, système donc de contrôle de l'hygrométrie dans les bâtiments. Et Fabien Schinazi, vous êtes médecin également, biologiste, membre du Haut Conseil de la santé publique. À très bientôt pour un nouveau décryptage.